Bonjour à toi, chers spectateurs. C'est Valentin et Pierre-Emmanuel et aujourd'hui on va tester pour vous l'accident de piano de Quentin Dupieux. Sérieusement, c'est le seul moyen d'introduire ce genre de chronique. Bon, très bien au moins. L'histoire, c'est celle de Magali. On ne sait pas vraiment qui c'est, mais c'est une star et en fait, elle a l'air d'avoir eu un accident. Et avec son sous-fifre, je n'ai même pas envie d'appeler ça un impresario, son sous-fifre, clairement. Elle décide de prendre une petite retraite sabbatique dans un beau chalet en pleine montagne. Et sauf que du jour au lendemain, il y a une journaliste qui décide de lui faire du chantage pour avoir une interview et ne pas divulguer ce qui s'est passé durant le fameux accident qui lui a valu une petite minerve et un bras en écharpe. Je vois pas comment mieux vous résumer le film sans trop vous en dire, puisque c'est bon d'aller voir ce genre de métrage sans avoir trop de détails. Et pour en parler avec moi, oh quel plaisir de te revoir mon cher Emmanuel. Et plaisir partagé. Ben oui, Emmanuel. Emmanuel, mais t'as vu, le Pierre il a sauté. Le Pierre il a sauté. Mais c'est bien, le Pierre il a glissé. Maintenant Pierre Emmanuel. Ouais, bon, tu peux. Ouais, bah oui, parce qu'à la base, j'avais voulu t'embarquer dans l'univers Spielbergien de Jurassic World, et en fait, c'est à ce moment-là que tu m'as dit, mais Valentin, je n'ai jamais vu les Jurassic World, ou peut-être le premier, mais je m'en souviens même plus. Non, je n'ai vu que Jurassic Park. Et donc à partir de Le Monde Perdu, là... en fait, j'ai vu que ceux signé Spielberg. Voilà. Donc là, du coup, je me suis dit, bah, est-ce que je le lance là-dedans ou est-ce que je tente un autre truc? Et du coup, bah, je lui ai proposé de partir sur le nouveau Quentin Dupieux. Donc le seul Quentin Dupieux pour le moment qu'il y a dans cette année 2025, puisque Quentin Dupieux nous habituait des années à sortir 2 voire 3 longs métrages durant la même année. Il avait l'air d'être plus conséquent déjà, parce que Quentin Dupieux il nous a habitués à faire des films de 1 heure, voire même des fois de 55 minutes. Et là, il fait 1h28. Donc déjà, c'est un peu étonnant de la part de Quentin Dupieux de revenir sur un format aussi conséquent, mais plutôt cohérent au vu de l'histoire qu'il avait envie de raconter, en sachant que le film était assez nébuleux, en tout cas si on se penche pas trop sur la bande-annonce ou sur le pitch, qui ont tendance à un peu trop en dire par rapport au parcours de Magali. Mais sinon, voilà, on ne sait pas trop de quoi il veut parler. Est-ce qu'il veut parler du Star System? Est-ce qu'il veut parler juste de l'industrie musicale aussi? Est-ce qu'il veut parler de comment on devient célèbre? On ne sait pas vraiment avec ce pitch. Mais on sait que comme c'est Quentin Dupieux, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être très cynique, ça peut être très drôle, ça peut être très piquant, très corrosif. Bref, ça peut être énormément de choses, comme toujours avec le cinéaste français. Contexte placé, mon cher Pierre-Emmanuel, qu'as-tu pensé de cet accident de piano? Oui, alors moi, il faut que je place un mini contexte dans le tien, à savoir que moi, je suis pas du tout un spécialiste de Quentin Dupieux. J'ai vu très très peu de ses films, pas par volonté de bouder son cinéma, mais l'occasion s'est jamais réellement présentée. Même Yannick, j'ai entendu beaucoup de louanges sur Yannick, je l'ai pas vu. J'aimerais bien. Donc bref, tout ça pour vous dire par honnêteté que je suis pas du tout un spécialiste, que je découvre vraiment son cinéma. Le seul film que j'ai vu de lui précédemment, c'était Mandibule. Donc là, j'avais compris un peu le délire un peu du réalisateur, mais le film m'avait pas fait tant rire que ça. Mais bon, voilà, pas de jugement parce que je découvre, donc en tant que non spécialiste, j'ai pas de recul sur son œuvre au sens large. Alors maintenant, ce que j'en ai pensé. Alors moi aussi, comme toi, j'y suis allé sans voir la bande-annonce, sans avoir aucune idée de ce dont parlerait le film, donc j'y suis allé avec vraiment un regard et un œil neuf, et j'ai trouvé un film plus grinçant que drôle, qui dans la forme m'a pas particulièrement enthousiasmé, m'a pas non plus dégoûté. J'ai bien aimé par contre le message qui est délivré, ce que tu as évoqué un petit peu là dans le contexte, cette critique globale sur la célébrité, sur les réseaux sociaux, sur l'argent facile entre guillemets. Ça c'est intéressant. Ça j'ai trouvé que là il y avait de la matière à analyser. Après le film en lui-même m'a pas particulièrement marqué. J'en suis pas ressorti avec des étoiles dans les yeux, pour être très honnête. Voilà. C'est bien ça. Non, c'est pas un des moins intéressants de Quentin Dupieux. Déjà, je trouve bien que tu aies vu Mandibule avant de voir celui-là, parce que tu as vu que son running gag avec Adèle Exarchopoulos, c'est de l'enlaidir le plus possible. Donc oui, je pense qu'il a un objectif avec Adèle Exarchopoulos. Tu crois que c'est ça? Peut-être, je ne sais pas. Je me pose vraiment la question, parce que si tu te souviens de Mandibule, quand même, il avait réussi à en faire une sacrée papa qui faisait des paupiètes de dinde. Hein, oui, tout à fait, mais oui, tu vois, mais c'est ce que j'ai. Voilà, moi, j'ai pas assez de recul pour me rendre compte de tout ça. Mais non, en soi, l'accident de piano est intéressant, mais est très en surface. Et même si en un sens je n'ai pas vu le temps que ça le temps passer, j'avais très peur en rentrant dans la salle et je me suis dit au bout de quelques minutes, si ça prend cette forme là ça peut être très très long.
et ça peut être très laborieux. J'avoue ne pas m'être non plus trop ennuyé, en sachant que le film a un format qui est beaucoup plus conséquent que d'habitude pour Dupieux. On sent qu'il est un peu plus à l'aise du coup dans le développement des personnages et du contexte. On sent aussi qu'il y a vraiment cette déconstruction beaucoup plus claire en 3 actes de son cinéma, chose qu'il aime beaucoup. Moi, c'est en partie ce que j'aimais bien dans certains de ses films, notamment Le Dain et Yannick, c'est qu'il construit ses films comme étant des films en 3 actes, où le 3e acte commence mais ne se clôture jamais. D'accord. Et donc là, on a une structure beaucoup plus simple du coup, qui est vraiment découpée en 3 actes, avec un début, un milieu et une fin, qu'on pourrait cristalliser en on introduit le personnage et sa célébrité, on présente cette interview et on conclut avec tout ce qui se déroule derrière. Donc c'est beaucoup plus simple, mais on sent que Dupieux est beaucoup plus à l'aise aussi dans cette structure, mais après, c'est très classique si on a l'habitude de voir du cinéma de Dupieux, et surtout, je vois pas le petit kick ou le petit truc qui fait vraiment en sorte que son long métrage, il sonne comme un peu atypique par rapport au reste de sa filmographie. En fait, je dirais pas non plus que Quentin Dupieux est flemmard, mais disons qu'il est plan-plan. Et là, il commence vraiment à devenir plan-plan. Autant si j'ai pu évoquer dans certaines vidéos qu'on pouvait se poser la question sur est-ce qu'il va y avoir un freinage à sa créativité. Je pense plus que là, Dupieux est un peu en roue libre et en pilotage automatique, et qu'il fait son cinéma et qu'il cherche plus à donner de perspective en fait à tout ce qui entoure ses personnages, mais lorsqu'il les laisse vivre, ça suffit en fait à son métrage pour se tenir. Et c'est ce qui fait que l'accident de piano, ça se tient. Ah, ça se tient. Non, ça se tient, bien sûr. Mais il n'y a rien de plus en fait, tu vois. Oui, c'est ça, quand je disais que moi j'avais pas les petites étoiles dans les yeux derrière, ça je trouve que c'est bien construit. Il y a des plans qui sont aussi bien construits, qui sont beaux, les acteurs sont justes dans leur rôle. Tout tient la route, hein. Il n'y a rien qui... c'est solide. Mais moi en tout cas, j'ai pas ressenti... j'ai pas ressenti un petit truc en plus qui me voudrait... où je me dirais, c'est vraiment bien, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Clairement, c'est ça. Donc pour moi, ni bon ni mauvais, mais très neutre. Je te propose qu'on saute dans l'écriture. Allez. On va essayer de vaguement pas trop spoiler au début, on va rapidement spoiler pour en tout cas raconter un petit peu le background de Magali, histoire de donner un peu de contexte, en tout cas donner un petit peu plus de perspective par rapport à toutes les thématiques qui sont évoquées. Donc le script comme d'habitude c'est Quentin Dupieux tout seul. Comme je disais, déjà, il y a ce carcan beaucoup plus classique. Bon, que toi, t'as pas forcément eu l'habitude de voir. Quoique, on voyait déjà ça un petit peu dans Mandibule, même si Mandibule avait un format un peu plus long. Je crois qu'il faisait 1h20, Mandibule, un truc comme ça. Il était quand même un peu plus costaud. Oui. Et on voyait déjà un petit peu ça, ce côté, on construit un film en 3 actes, mais le début du 3e acte ne vient que servir de conclusion, en fait. Tu sais, le début du 3e acte, c'était ce fameux, on donne la banane à la mouche et on lui dit, va chercher la banane. Et puis, il revient, ramène la banane, et là, on fait, ah tiens. Et là, on se dit qu'il va y avoir quelque chose, et en fait, non, c'est la fin du long métrage. Et tu as souvent ça. C'est-à-dire que Yannick, ça se finit littéralement avec une intervention du GIGN qui va pour l'arrêter. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et le cinéma de Dupieux, ici, revient donc dans une forme qui rappelle beaucoup plus réalité, rubber ou wrong, où le film se structure vraiment autour d'une idée, cherche à l'amener dans un retranchement avec le 2e acte, et dans le 3e, à lui donner une espèce d'extrême, ou en tout cas de logique dramatique extrême, qui fait que du coup on se dit « Ah tiens, c'est intéressant d'avoir montré ce parcours-là à ce personnage-là ». Donc, l'idée est intéressante. Après, le souci que j'ai, c'est que je trouve que l'acte le plus réussi est le 2e, parce qu'il mélange plein de techniques de narration. Oui. C'est-à-dire qu'il mélange à la fois la technique de la narration linéaire, qui est de montrer une interview, il mélange avec des flashbacks. Il est plus rythmé. Il est plus rythmé, et il a plus de dynamisme dans le sens où il permet au récit de se tenir, et en soi, presque, tu pourrais à certains instants te dire que cette partie-là, c'est un film en lui-même. Il y a le début et la fin. Dans un sens, oui. Et tu vois, la logique avec laquelle il est construit fait que c'est très détonnant, parce que si on a une structure de récit très convenue pour ce qu'on pourrait appeler le 1er acte et le 3e acte, le 2e acte, lui, a quelque chose de beaucoup plus punchy, de beaucoup plus entraînant, et il arrive surtout à jouer, en fait, avec le statut qu'ont les personnages. Et même avec des dialogues qui, je trouve, à certains instants, sont très bien amenés. Je trouve que le côté un petit peu décalé du personnage de Magali par rapport à Simone, la journaliste, qui, elle, est très rigide, très rigoureuse, très à l'ancienne. Très carré. Et Magali qui se fout totalement de sa gueule en lui disant est-ce que vous pourriez répondre à ma question, s'il vous plaît ?» Tu le limites particulièrement bien, là. Mais je trouve que du coup, ce décalage, il amène du rythme et il permet du coup à ce 2e acte d'être beaucoup plus détonnant en fait que les 2 autres. Je sais pas ce que tu en as pensé. Si, c'est le cœur du film, hein, clairement. Ouais. Ce 2e acte, tout passe par ce 2e acte, de toute façon. Et c'est vrai que on a le sentiment que le 1er acte, c'est une sorte d'introduction à l'acte 2, et le 3e acte, une forme de conclusion. Et qu'en fait, tout le corps du film est dans cet acte 2.
Je te propose qu'on spoil du coup, parce qu'on va avoir beaucoup de choses à aborder au niveau des thématiques. Le petit timecode apparaît juste là. Parce que donc concrètement, Magali, en fait, contrairement à ce que ce titre pourrait évoquer et à ce que je pense beaucoup d'entre vous vont penser en allant voir le long métrage, non, Magali n'est pas une pianiste. Magali est la Johnny Knoxville de sa génération, ou en tout cas, celle qui s'est dit à un moment, ça serait rigolo si jamais j'essayais de mettre une batterie de bagnole sur mon appareil dentaire. Oui. Et c'est ainsi que Magali devient une star du web. Mais il faut préciser, comme on est dans les spoils, qu'elle peut se le permettre parce qu'elle a une maladie congénitale qui existe, qui est réelle, tout à fait. Extrêmement rare heureusement, où elle ne ressent qu'une douleur. Qu'on a déjà vu d'ailleurs au cinéma cette année, dans Novocaine. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Comme quoi ça... Absolument, oui, j'y pensais pendant le film. Je ne sais pas si les deux réalisateurs se sont transmis des idées, mais voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui explique pourquoi elle a cette capacité à produire des vidéos où elle teste sur elle-même des... machines à laver. Des douleurs physiques, se prendre des coups en fait. Et évidemment, on imagine que forcément ça marche, ça devient viral. Et qu'elle a des abonnés de plus en plus nombreux qui regardent ces vidéos où elle s'inflige des tortures, mais sans souffrance. Tout à fait. Donc, alors, pour moi, le message est plus ou moins maîtrisé. Alors, je dis plus ou moins parce qu'il y a plein de jeux autour de ça, dans le sens où Magali est quelqu'un qui est né le 12 mars 1989, date à laquelle Internet a été rendu public. Ouais. Donc, il y a tout un gimmick autour de cette idée que Magali est un produit d'Internet. C'est-à-dire que littéralement, elle a grandi avec, elle est née en même temps que lui, et la première chose qu'elle a fait lorsqu'à un moment, elle a regardé un couillon à la télé se dire « Oh, vas-y, je vais me mettre un coup de taser dans le bide et je vais... » Voilà, littéralement, c'est un personnage qui a grandi en voyant Jackass, et en voyant notamment Johnny Knoxville. Donc, c'est à partir de là, en fait, que pour moi, il y a un truc qui est bizarre, c'est que je pense que Dupieux a une vision très étrange de la culture web, dans le sens où, finalement, Jackass, c'était vraiment pour moi les années 90. Et pas tant que ça, les années 2000 et le début de YouTube, tu vois. Moi, c'était plus début des années 2000, Jackass. En fait, dans mon esprit. 2000, c'est vraiment les films Jackass. Les années 90, c'est vraiment les sketchs sur MTV. C'est pas après. Je crois, si non, mais après, mais là, je suis pas du tout expert. En tête, j'ai vraiment la sensation que Jackass, c'est plus MTV fin des années 90, et que les films, par contre, sont venus un petit peu redynamiser ou relancer un petit peu les Jackass au début des années 2000 en devenant des espèces de compilations de tout ce qu'ils avaient fait sur MTV avant. Donc, ok, d'accord. À partir de là, parce que quand même, YouTube, c'est 2006-2007, si j'ai bonne mémoire. 2005, je crois. 2005 2005, il me semble, la vidéo. Ah, ça serait les 20 ans cette année de YouTube, peut-être bien. Peut-être bien. Après, pareil, je suis pas... Mais voilà, ça veut dire que pour moi, il y a quand même une petite marge de manœuvre et j'ai du mal à croire que... sur YouTube, il n'y a pas tant que ça de vidéos de gens qui se font souffrir spontanément. Ou en tout cas, alors, c'est vraiment une tranche dans laquelle je suis passé un petit peu inaperçu. Parce que par contre, il y a plein de vidéos de gens qui se font mal, mais qui sont plus filmés à leur insu. Mais des gens qui se font vraiment souffrir, c'est vrai que c'était un truc qui faisait vraiment penser à Jackass. Donc j'ai un peu du mal à voir quelle culture web il veut toucher par rapport à ça. Parce qu'en plus, vu qu'il véhicule constamment un message autour du fait qu'elle fait des vidéos de 10 secondes grand max, ça vient tout de suite se relier plus à la culture Instagram et TikTok, qui elle pour le coup est très spontanée, voire même la culture Vine, parce que la culture Vine c'était pareil, c'était je crois 11 secondes de format, donc c'était très court aussi. C'est ça en fait, c'est ce qu'il dénonce. En fait c'est peu importe le média, que ce soit effectivement YouTube ou après les réseaux sociaux actuels, c'est ça, c'est comment en fait on atteint la célébrité à travers, au sens large, les réseaux sociaux, et comment cette célébrité peut être néfaste, nocive. Le fameux quart d'heure de célébrité, dont on parle, c'était Andy Warhol qui évoquait ça. Oui, tout à fait. Ça. Voilà. Et puis, au-delà de ça, quand on atteint la célébrité, l'argent qui va avec, le sponsoring, et comment en fait ça peut aussi déconnecter. Amener des gens à être complètement après déconnectés de la réalité. Et de la déconnexion, en plus de ça, qui est mise en perspective par le fait que non seulement Magali est quelqu'un qui ne ressent pas la douleur, mais qui, par découlement de ne pas ressentir la douleur, ne ressent pas l'empathie ou même la compréhension de l'autre. Ouais, donc là, le lien, par contre, cette partie-là, je l'ai beaucoup aimé. Très intéressant. Je l'ai beaucoup aimé, cette réflexion, parce que pour le coup, créer un personnage de créateur web qui utilise un don, entre grosses guillemets, qui lui permet donc de devenir célèbre et qui se sert de ce don pour atteindre un niveau de célébrité où littéralement elle se met à traiter tout le monde comme de la merde. Parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est ce qui arrive au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Lier ça du coup à son manque de ressenti par rapport à la douleur, qui devient un espèce de manque de ressenti par rapport à tout, c'est assez intéressant. Après, c'est pas toujours très bien construit et je trouve notamment que dans sa conclusion, le film n'a pas vraiment de
de but concret, si ce n'est peut-être le jusqu'au-boutisme de la création de contenu, qui peut un peu laisser du Ouais, dubitatif. on a on est toujours dans les spoils. Ah vas-y, Ok, tu peux très y bien. aller Donc franco. on a toujours aussi ce plan, pas le plan final, mais ce plan avec le public. Le public est devant les grilles. Quand il y a le premier plan où elle arrive, où donc tout le monde l'acclame, et elle leur demande de se taire, elle leur dit n'oubliez pas, ma nouvelle vidéo sera à minuit. Oui. Et une fois qu'elle est morte, le plan où Tout le monde se barre. où tout le monde se barre. Qui fait très sortie des usines lumière inversées. Oui, tout à fait. Quasiment, Mais en ouais. tout cas, ça montre bien ce côté très éphémère de la célébrité, où tant qu'il y a du produit, il y a du contenu, il y a du monde, le jour où il n'y a plus rien, c'est fini. Ouais, c'est ça. Et en fait, il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'enraciné. Bah, comme tu dis, c'est le côté très éphémère finalement de cette culture dont on fait partie en étant assis là un petit peu, mine de rien. C'est ce côté, on sait que là, on va capter l'attention des gens, mais que dès qu'on sera plus là, bah, c'est fini, quoi. Et le cinéma est un des arts qui peut parfois être le plus éphémère aussi et le plus dur. Pas Ouais, autant que la mais vidéo c'est- sur Internet, mais... Non, mais c'est une bonne, c'est quand même un bon lien, parce que malgré tout, l'art, enfin le cinéma c'est de l'art, et tes œuvres restent. c'est ça. Et donc, il y a plein de réalisateurs et d'acteurs qui ont disparu, mais qui sont quand même éternels, parce que Louis de Funès, par exemple, bref, on peut en citer tellement, et ils sont toujours là. Alors qu'effectivement, on imagine dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, même 50 ans, de tous ceux qui ont créé des contenus sur les réseaux sociaux, de qui on se souviendra vraiment, qui restera vraiment dans les mémoires, de qui on aura aussi envie de se souvenir, il y a ça aussi. Et ça, je trouve que le film, quelque part, soulève un peu ce point-là. Il fait un peu le lien aussi avec le cinéma, parce que mine de rien, aujourd'hui, le cinéma, c'est tellement, pour certains, c'est vu comme une création de contenu, des fois, ce qui est un petit peu C'est de triste. la consommation aussi. Ah oui, C'est ça. Et cette perspective, on peut presque, comme j'ai commencé un petit peu à l'évoquer, l'étendre au cinéma, dans le sens où aujourd'hui, il y a beaucoup de cinéastes qui ne cherchent pas à créer des objets artistiques, mais plus des contenus. Oui. Pour les contenants que nous sommes, comme dirait un certain fossoyeur de film. Et c'est vrai que la réflexion peut se pousser à ça, c'est-à-dire est-ce qu'on va vraiment retenir un auteur qui va juste faire un film qui peut être bouffé dans l'instant, mais qui 3 mois plus tard va être complètement oublié, là où il y a certains films qui, par leur créativité ou en tout cas leur sensibilité artistique, comme tu dis, arrivent à rester dans le temps. Ou des artistes qui arrivent à détonner et qui arrivent à créer quelque chose d'atypique qui fait qu'on se souvient d'eux. Et je pense que c'est ça le travail certainement aussi Quentin Dupieux lorsqu'il écrit un film comme ça, c'est qu'il a envie aussi de se poser la question de qu'est-ce que je vais laisser derrière, alors que je fais partie un peu de cette génération, parce que mine de rien, un cinéaste qui crée 3 films par an, il y a des moments où on peut vraiment se poser la question de est-ce qu'il fait des films ou est-ce qu'il fait des œuvres spontanées qui peuvent potentiellement perdre de leur intérêt au gré du temps. Alors moi, ce que je dis en intro, je connais pas assez son œuvre et son univers, mais j'ai quand même l'impression, du peu que j'ai vu, qu'il a quand même à cœur de proposer des films qui ont quand même un message et qui sont pas juste un produit de consommation simple. Non, voilà, j'ai l'impression, après je peux me tromper, mais voilà, j'ai quand même cette sensation qu'il essaye de faire quelque chose. Il n'y arrive pas toujours, mais il essaye, ça c'est indéniable. Pour moi, il essaye. En termes de mise en scène, Quentin Dupieux est vraiment un auteur qui fonctionne un petit peu de manière très spontanée, et je trouve que ce film... Alors, je suis toujours un peu dans le questionnement sur les formats qu'il utilise des fois Dupieux, les formats d'image, parce que là, donc, le long métrage est à 1,50. Oui. Alors, je cherche encore l'utilité de ce genre de format, hein. Je me pose réellement la question, hein, parce que autant le 200, je sais que c'est un format qui est téléphone et qui sert aussi beaucoup pour l'IMAX, autant le 1,33 ou ces formats-là, on sait que c'est des formats qui rappellent plus un vieux cinéma, et c'est d'ailleurs un format qu'il a utilisé pour Yannick. Le 2,35 pareil, alors le 1,50, alors visiblement ça serait une pleine matrice d'IMAX, de ce que j'ai cru comprendre. D'accord. Alors je doute que Quentin Dupieux ait tourné l'accident de piano en IMAX, non, ça me semblerait surprenant. En soi, je vois pas trop l'utilité de ce format, si ce n'est qu'il permet d'avoir un certain regard autour du paysage, mais vu que c'est pas le but premier de son film, c'est un peu étonnant. À mon avis, je pense que ce choix de format, c'est surtout pour mettre une certaine perspective par rapport aux personnages, de les avoir quasi de plein pied en fait, et de jouer sur certains aspects de conflit, ou en tout cas de proximité entre eux, qui du coup détonnent par rapport au relationnel qu'entretient Magali avec tous les autres protagonistes. Je vois que ça, parce que sinon c'est vrai que je me suis constamment posé la question tout du long du film, de me dire quelle est l'utilité d'un tel format d'image. Pourquoi est-ce qu'il a choisi ce format-là?
Alors là, ouais, j'ai pas de réponse. Hein. Ah, Honnêtement, t'inquiète. Je pense encore une fois, connaissant trop peu son univers, là, j'ai pas de... Il a toujours Je un peu saurais pas utilisé des dire formats pourquoi. chelous, hein, parce que je crois que Mandibule, c'était un Peut-être, 220. alors peut-être tout simplement pour créer volontairement un décalage. Peut-être, peut-être. Son univers me paraît assez décalé de toute façon. Oui, de toute Donc façon, il y a ouais. peut-être cette volonté aussi concrètement de créer un décalage par l'image. Alors, je pense que je vois que ça, parce que sinon je me pose encore la question de quelle est l'utilité d'un tel format pour ce genre de contexte. Autant il y a certains films où des fois tu te retrouves devant ce genre de format, genre je sais plus, je crois que c'était La jeune fille à l'aiguille qui était un petit peu pareil, qui avait un format un peu étrange et je crois que c'était aussi du 1,50 si j'ai bonne mémoire, ou alors même du 1,47, un truc comme ça. Mais où du coup ça avait une utilité parce que l'objectif était de montrer un cinéma vieux mais avec un peu de modernité. Donc d'un seul coup, tu te dis pourquoi pas ce genre de format. C'est vrai que là, pour le coup, je vois pas quel est l'intérêt, sachant que du coup, c'est pas un format qui rappelle le téléphone, où ça aurait pu être logique par exemple. Donc je sais pas trop. C'est un vrai questionnement. Au-delà de ça, Dupieux utilise une mise en scène qui est très simple, qui va vraiment à l'essentiel. C'est beaucoup de plans fixes, il y a très peu de plans en mouvement. J'ai aimé, pour une fois, qu'il utilise des effets de style qui sont un petit peu bizarres, mais qui ont une vraie logique, ou en tout cas une vraie beauté esthétique à l'écran, notamment dans les séquences de flashback. Je sais pas si tu as remarqué, mais en fait, tout est flou sauf la partie où il y a les visages. Tout à fait. Et il y a un espèce d'effet de décalage avec des jeux de miroirs que je trouve assez beau. Oui, c'était bien vu ça. Et qui permet aussi Oui, de montrer tout simplement que Magali est un peu en décalage par rapport à tout le monde et qu'elle est dans sa petite bulle, dans son petit Ouais, et puis univers. ça donne un aspect souvenir. Où on est effectivement ce qui a été fait plein de fois, en fait, ouais, un petit peu, très légèrement, ce qui a été vu et revu dans plein de films, mais qui donne effectivement cette impression qui est un marqueur connu aujourd'hui, où quand on est dans des souvenirs, on a ce côté un peu flou sur les bords, et voilà, et là-dessus c'est très efficace. Ouais, non, c'est bien. Non, et puis, c'est vraiment le seul élément où on pourrait se dire qu'il y a un petit peu de parti pris esthétique, parce que c'est vrai que le reste... Non, pour le reste, après, ouais, ce que j'ai dit en introduction, les plans sont bien faits, bien travaillés. Il n'y a pas de... On sent que le propos est pas là. Il n'y a pas une volonté de faire des plans très chiadés avec un vrai travail artistique derrière. Juste faire simple et efficace. Et ensuite laisser les clés aux comédiens. Et pour qu'ils s'expriment dans un cadre approprié. Et là, ça marche bien. Ouais, c'est ça. En fait, son objectif, c'est surtout, je trouve, de créer du décalage en fait entre ce qui est montré et ce qui est dit. Je pense notamment à toute la partie où on découvre comment Magali devient célèbre, pour pas trop vous spoiler. Il y a vraiment un jeu de décalage entre ce qui est dit et ce que le cinéaste choisit de montrer et comment il choisit de le montrer, en mettant constamment une espèce de perspective qui rend la séquence encore plus bizarre qu'elle ne l'est déjà, alors que quand on nous évoque ce qui va se passer dans la séquence, on se dit déjà ouais, c'est chelou. Et quand on le voit concrètement à l'écran, on trouve que moi je trouve que Dupieux s'amuse un petit peu justement de ce décalage de contexte et fait en sorte que on se dise c'est complètement con, mais c'est un peu drôle, mais c'est complètement débile ce qu'elle fait, mais pourquoi pas. Et je trouve que ce jeu de comédie en fait est plutôt intéressant parce que c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas forcément évoqué pour le moment, mais si vous vous attendez vraiment à vous taper une barre devant l'accident de piano, c'est pas le but. Non. C'est vraiment pas le but de Dupieux. Hein. Je pense vraiment qu'il a pensé son film comme une espèce de comédie noire où le rire est plus jaune que réellement franc du collier. C'est pas vraiment un film devant lequel on va rigoler de plein poumon. Non. Je pense pas que ça soit l'objectif de Dupieux, clairement pas. Casting ? Casting, bon, il va être assez rapide le casting parce qu'à part quelques petites têtes à côté qu'on ne retient malheureusement pas trop ou qui ne sont carrément pas créditées au générique, il n'y a pas grand monde. Nous allons donc citer Gabin Vissona et Karim Leclou dans les rôles de Karim et Roméo. Alors j'ai découvert en lisant la fiche qui s'appelait comme ça parce que honnêtement j'ai réfléchi, à aucun moment je n'ai eu l'impression qu'on les appelait par leur prénom tout du long du film. J'ai cherché. Non, je crois pas. Et je crois pas. Non, ils appellent. Non. On n'entend pas leur prénom. Complètement. Les deux sont bien. Bon, ils ont des rôles un peu bébêtes. Ouais, mais ils sont efficaces, ils sont bien dans leur rôle. Ouais, c'est ça, ils sont plutôt bons. On a Sandrine Kiberlin dans le rôle de la journaliste qui est très efficace. De toute façon, toujours, Sandrine Kiberlin, il n'y a pas grand chose à dire au niveau qualité de jeu. Jérôme Commandeur, que j'ai beaucoup aimé. Ouais, dans un rôle plus sobre, plus contenu. Oui. Mais qui correspond tout à fait au personnage, enfin j'imagine que c'était... Et oui, qui est pareil, très efficace. Ouais, mais Jérôme Commandeur, de toute façon, je trouve que c'est un acteur de comédie qui mérite d'être utilisé dans plein de registres différents. Et tu vois, il y a presque un jour où je me pose vraiment la question de j'aimerais bien voir Jérôme Commandeur dans un rôle très sérieux, voire limite noir, dans un polar ou un truc comme ça, pour voir ce que ça pourrait donner. Oui. Et nous avons donc Adèle Exarchopoulos, qui joue donc pour la troisième fois chez Dupieux.
Je crois deuxième seulement. Je crois qu'après Mandibule, c'est seulement sa deuxième. Mais alors peut-être que je peux me planter parce que des fois, il a des castings tellement costauds. Mais je crois que c'est sa deuxième fois. Donc comme je l'évoquais, son objectif est clairement d'enlaidir Adèle Exarchopoulos, je pense, de rôle en rôle. Parce qu'après, la neuneu qui hurle constamment parce qu'elle a fait des paupiettes de dinde. Ici, il a une star qui a un appareil dentaire, une minerve et un bras dans le plâtre et qui passe tout le temps à parler comme ça, comme si elle ne pouvait pas décoller ses dents. Oui, c'est une idée, mais par contre, ce que je trouve génial, c'est que du coup, Adèle Exarchopoulos s'éclate. Et ça se voit. Ah oui, ça se voit. Oui, absolument. Non, on sent qu'elle est bien dans son rôle, que c'est un rôle sans doute qu'elle a dû apprécier. Et puis, ouais, elle a travaillé aussi, on voit les petits tics de langage, ou les petits rires entre ces différentes répliques, ouais, les rires un peu retenus, ouais, les aspirations comme ça. Et ça, mine de rien, il faut quand même le travailler, hein, ouais, c'est pas un truc qui vient tout seul. Et elle est plutôt douée là-dedans, donc c'est intéressant de la voir dans ce registre-là. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup plus dernièrement l'image de Adèle Exarchopoulos dans des rôles dramatiques, très forts, assez puissants, et c'est vrai que il l'avait déjà démontré dans Mandibule, mais c'est vrai qu'Adèle Exarchopoulos a un vrai talent comique, qui est un peu sous-exploité par le cinéma français et qui mérite pourtant d'être salué. Et heureusement qu'il y a des cinéastes quand même comme Dupieux qui arrivent à mettre en avant ça, même si c'est dans des films où on peut se poser la question à la fin de est-ce qu'on va retenir quelque chose. Au moins, moi, ce que je me dis, c'est qu'on retiendra qu'Adèle Exarchopoulos était vraiment excellente et qu'elle a réussi à porter le rôle avec à la fois beaucoup de décalage et en même temps quelques petits instants où on se dit qu'il y a quand même un petit peu de sensibilité qui se dégage de son personnage. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de cet accident de piano, mon cher? Eh bien, comme je le disais en introduction, je vais retenir le message derrière le film, ce que ça dénonce, ou en tout cas ce que ça dit de notre société actuelle, sur parfois la faillite parentale, le rapport des adultes aux enfants ou aux adolescents, le rapport aux écrans, aux réseaux sociaux, le rapport à la célébrité facile, à l'argent facile. Et tout ce que ça dénonce, ça j'ai trouvé que c'était intéressant. Le reste, après, comme vous l'avez compris, moi, m'a pas particulièrement marqué ou m'a pas particulièrement inspiré, mais ce message-là est intéressant. C'est sympa. Non, mais je vois... Tu résumes plus court. Là. Ouais, c'est beaucoup plus court. Non, en fait, je vais pas répéter ce que tu as dit parce que je trouve que c'est assez bien. Je trouve juste que le message sur YouTube, ou en tout cas la célébrité par le prisme de la vidéo, est pas toujours très subtil ou en tout cas très bien amené. Ce qui est véhiculé derrière en toile de fond, ou en tout cas le but fondamental du message est bien. Je trouve juste que la manière de le distiller ou en tout cas de l'amener à l'écran est pas toujours très fin ou fait par un cinéaste en décalage par rapport à son époque, je trouve. Pour autant, ça reste pas mal, mais voilà, c'est juste pas mal. C'est-à-dire qu'on est un peu sur l'exemple type du film de Dupieux qu'on va trouver sympathique sur l'instant, mais que peut-être on retiendra pas plus que ça après. Moins que des Yannick, des réalités ou des Daims, où là, pour le coup, il y a vraiment une créativité un peu plus concrète qui se dégage. Là, l'accident de piano de Dupieux, c'est sympa, mais c'est tout. C'est sympa. Oui. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci mon cher PE. Merci Valentin, à bientôt. Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve. Alors c'est sûr on se retrouve en août parce qu'on a prévu de se revoir. Et d'ici là, j'espère peut-être qu'on aura l'occasion de se retrouver. Probablement. Bon oui, je l'espère bien. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. À bientôt. Et comme je l'évoquais à PE, je comprends pas pourquoi Johan Le Boru est crédité de manière aussi impressionnante sur l'affiche en tant que décorateur et directeur artistique, parce que j'ai pas trouvé de trucs fous en fait. Alors, faut me poser la question. On se pose juste la question que peut-être c'est pour les fauteuils dans le gymnase, mais alors ces fauteuils, voilà, qui s'assoit dessus. Il en faudrait pour ici. Ouais, c'est ça. Ouais. On va acheter des fauteuils comme ça, ras du sol. On sera constamment comme ça avec un pied sur une table. Ouais, ce sera chelou, je pense. Hein.